Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'association Palliadome, premier réseau de soins palliatifs à domicile du Puy-de-Dôme, est très heureuse de vous accueillir si nombreux ce soir à l'occasion de son 10e anniversaire. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Sandrine Brault, je suis la cadre de ce réseau de soins et j'ai l'immense plaisir d'animer cette soirée. Bienvenue à tous, bienvenue au service communication du CHU, Madame Papon-Vidal, bienvenue à tous nos partenaires, qu'ils soient en secteur libéral ou en établissement médico-social, et je pense à plein de personnes qui sont ici présentes ce soir, au centre social d'action communale. Je pense aussi aux services de soins infirmiers à domicile, aux prestataires de santé, aux médecins, infirmières, hospitalisation à domicile, les centres de soins palliatifs de l'hôpital Nord de Sébaza, les associations de bénévoles d'accompagnement, les établissements tels que l'établissement médical Les Sapins, tous les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, pharmaciens, kinés, psychologues, assistantes sociales. Merci à tous pour votre présence. Notre président, M. Guy Vaganet, les membres du bureau ainsi que toute l'équipe de soins vous remercient d'ores et déjà d'avoir répondu à cette invitation. Un merci particulier aux membres du bureau pour leur soutien. Félicitations à l'ensemble de l'équipe de soins pour tout le travail accompli. Et tous les compliments au groupe communication pour leur engagement dans l'organisation de cette soirée. Donc nous nous retrouvons ce soir pour fêter les 10 ans du réseau Palliadome, qui a vu le jour la même année que la promulgation de la loi du 22 avril 2005, loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti. Qui dit anniversaire exceptionnel dit intervenant exceptionnel, ayant toute légitimité à représenter les soins palliatifs. Et nous, ce soir, nous avons l'immense joie et l'honneur d'accueillir Monsieur le docteur Vincent Morel, qui a été président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs de 2012 à 2015. Il est également médecin au CHU de Rennes en équipe mobile de soins palliatifs. Et il a été nommé dernièrement président du comité de pilotage du plan de développement des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie en 2015-2018. Donc, outre sa riche expérience et son engagement, il a récemment suivi et participé activement à la nouvelle loi du 2 février 2016, créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie, dont il nous donnera un éclairage ce soir. Pour débuter, je vous propose d'accueillir notre président, Monsieur Guy Vaganet, qui va nous présenter l'histoire de Palliadome et aussi son devenir. Si vous voulez bien rejoindre le pupitre. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous m'entendez là, oui. Hein. Juste une petite seconde. Une petite seconde pour la régie. Merci. Sandrine a fait la régie, elle fait la présentation. Donc un grand merci à vous pour être venu à l'occasion de ce double anniversaire. C'est vrai que les lois Leonetti, elles sont nées en même temps que le réseau, en 2005, qui nous a semblé totalement évident de pousser de cette naissance concomitante pour revenir sur la loi Leonetti et sur sa récente évolution au travers de la loi Leonetti-Claise. Un anniversaire, ça se fête en famille. Et la famille des soins palliatifs, elle est là. Donc, je suis heureux de saluer nos frères jumeaux, c'est-à-dire les 3 autres réseaux de la région, puisque dans la région Auvergne, on a la chance d'avoir un réseau par département. Donc merci à Réseaupat pour la Haute-Loire, merci à Résapac pour le Cantal, et merci à RASP 03 pour l'Allier. Je suis aussi heureux de saluer nos frères aînés, ceux de l'équipe mobile de soins palliatifs et ceux de l'unité de soins palliatifs. Et puis aussi nos cousins des HAD, qui dans leur fonction d'hospitalisation à domicile, HAD c'est hospitalisation à domicile, font entre autres prise en charge celle autour des soins palliatifs. Pour un anniversaire, c'est l'occasion de se hisser un petit peu sur la pointe des pieds, de faire un petit pas de côté et pour voir d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait et où on va. Je ne vais pas vous le faire en disant, hein, rassurez-vous.
La naissance de Palliadome d'abord, l'acte de naissance 2005, c'est avant tout, je dirais, la volonté d'un homme, celle de Raymond Hermet, qui en 2005 a décidé de faire un réseau, et cette volonté a rencontré celle du gouvernement qui, dans les années 2000, essayait de restructurer un petit peu le dialogue ville-hôpital. D'ailleurs, un petit point de sémantique, on est souvent libéraux, nous, entendez libéraux, médecine de ville, hein, par opposition ou par comparaison avec la ville-hôpital. Il n'y a pas une opposition, mais libéraux, médecine de ville. Donc ce souhait d'avoir des réseaux, en 2004, Raymond Hermet a lancé une grande bouteille à la mer sur Clermont, sur le département, en disant à tous les libéraux et à tous les hospitaliers, si vous avez envie de construire un réseau de soins qui unisse les libéraux, la médecine de ville et l'hôpital, rejoignez-moi. Et on s'est retrouvé une quinzaine de membres fondateurs à créer ce réseau, à l'écrire pendant un an, à écrire un schéma de prise en charge, à écrire les statuts de l'association. Et en 2005, l'Agence régionale de santé, à l'époque, c'est l'Agence régionale d'hospitalisation, nous a donné l'autorisation, et on a reçu nos premiers financements de l'URCAM, à l'époque, l'Union régionale des caisses de maladie, en 2005, et on a fonctionné 2 mois en 2005. Donc, vous voyez, l'anniversaire, on le fête en 2016, on aurait pu le fêter en 2015, on n'est pas à 2 mois près. Ce qui est intéressant dans le compagnonnage qui a été fait avec ces professionnels de santé, c'était la grande complémentarité, puisqu'on a retrouvé absolument toutes les professions libérales, qui étaient tous les intervenants, c'est-à-dire vous aviez des médecins, je crois qu'il y avait 3 médecins, il y avait 3 infirmiers, il y avait 2 pharmaciens, il y avait des psychologues. Et c'est cette complémentarité qui, à mon avis, qui est un écho à ce qu'est la prise en charge palliative, qui est une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Donc l'équipe qui prend en charge, c'est une équipe pluridisciplinaire, et dans le bureau, vous avez aussi une pluridisciplinarité. C'est dur à dire ça, hein. Je me suis entraîné très souvent, mais j'y arrive toujours pas. Alors l'adolescence de Palliadome, elle a été courte parce que la montée en charge a été très rapide. Il a fallu qu'on s'adapte rapidement, on a dû déménager 2 fois en 5 ans, et on a renforcé très rapidement nos effectifs. En 2009, on a eu une petite crise d'adolescence, une petite crise de puberté, et on a décidé de professionnaliser l'encadrement du réseau. C'est-à-dire que c'est à cette époque qu'on a recruté un cadre réseau, parce que les membres du réseau se sont dit, ça commence à faire beaucoup pour nous. Donc ça, c'est 2009. Ce qu'on avait écrit en 2005 sur le schéma de prise en charge, on s'aperçoit aujourd'hui que, en gros, c'était pas si mal ciblé, parce qu'on n'a pas changé grand-chose. Il y a 3 temps forts dans la prise en charge, c'est l'évaluation, c'est-à-dire est-ce que cette personne est du ressort des soins palliatifs, et surtout est-ce qu'on va pouvoir la prendre en charge à domicile. Un temps de coordination où on réunit tous les médecins, infirmiers de ville, la médecine de ville autour des médecins et de l'infirmière coordinatrice pour essayer de partager nos informations, voir comment on fait. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que c'est vraiment cette prise en charge globale et pluridisciplinaire et concertée. Et puis ensuite du suivi. Ce qui a peut-être le plus changé, c'était l'attention qu'on porte aujourd'hui sur les directives anticipées et la personne de confiance, ce qu'on n'a absolument pas fait pendant les 5 ou 6 premières années de fonctionnement des réseaux. Aujourd'hui, on s'efforce le plus possible de recueillir ces directives anticipées. Et puis, ce qu'on a fait peut-être un peu plus aujourd'hui, c'est d'essayer d'introduire aussi au domicile des bénévoles. Ceux qu'on appelle, alors bénévoles, ça ne veut pas dire grand-chose, moi je préfère le terme anglais qui est les visitors. Les visiteurs, c'est ceux qui viennent visiter les malades à domicile. Alors Palliadome, c'est à peu près 200 prises en charge par an. C'est 500 000 € de budget financé par l'ARS. C'est une durée de prise en charge de plusieurs mois. Et c'est à peu près dans une file active, c'est-à-dire les gens qu'on suit, c'est une trentaine à peu près en moyenne. Voilà pour hier. Et pour demain, pour le devenir. Il nous faudra bien sûr pérenniser les subventions, c'est-à-dire aller convaincre les nouveaux interlocuteurs. Aujourd'hui, on parle de fusion des régions, on ne parle pas, on y est. On parle donc de fusion des ARS, et pour nous, on avait l'habitude d'interlocuteurs qu'on connaît depuis 10 ans, qui étaient acquis aux soins palliatifs, qui étaient quelquefois nos défenseurs au sein des ARS. Aujourd'hui, il faut reconstruire ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on était 4 réseaux départementaux. Je pense que ça sera important demain pour aller négocier à l'ARS Rhône-Alpes
parce qu'ils n'ont peut-être pas une vision aussi globale des soins palliatifs, dans la mesure où ils ont beaucoup moins de réseaux. Ils sont que 2-3 réseaux dans Rhône-Alpes. Donc à nous d'être convaincants, à nous de faire preuve de conviction et d'aller porter nos expériences. Je pense qu'il faudra aussi être prêt à accepter de nouvelles organisations au sein de structures plus vastes. On parle aujourd'hui d'espèces de guichets uniques pour les libéraux, des plateformes, ça s'appelle techniquement des PAP, des plateformes d'appui aux professionnels de santé. En gros, si vous voulez, les réseaux, quand ils sont construits autour de thématiques de santé. Il y a des réseaux de soins palliatifs, des réseaux sur le diabète, des réseaux sur l'asthme. Et aujourd'hui, il y a peut-être une vastitude, je ne sais pas si ça existe, mais vous comprenez ce que ça veut dire, une vastitude de réseaux qui fait que pour les professionnels de santé, c'est compliqué de trouver la bonne porte. Donc ces plateformes, ça sera peut-être une manière plus simple pour les professionnels de santé de travailler. Ça nous pose des problèmes parce que s'intégrer à des grandes plateformes, c'est pas toujours facile. Ça sera aussi de continuer au rapprochement avec d'autres structures telles que l'équipe mobile de soins palliatifs ou avec l'USP, voire avec les HAD. Il y a sûrement des choses qu'on peut mettre en commun parce qu'on fait quelque part la même chose. Je pense que surtout qu'il nous faudra prendre en charge plus précocement. Les soins palliatifs proposent un projet personnalité de soins qui peut aider quelquefois à arbitrer des propositions de traitement qui ne sont pas forcément pertinentes. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne les gens en amont, très en amont. Je pense aussi qu'il nous faudra défendre nos spécificités. Un exemple, Palliadome a fait le choix d'une astreinte médicale, c'était 24 heures sur 24. Ces astreintes, elles sont très utiles pour éviter les hospitalisations. Quand la période est critique, quelquefois, s'il y a une astreinte médicale, c'est difficile d'éviter l'hospitalisation. Au moins, l'astreinte médicale permet de moduler l'angoisse et la possibilité pour un médecin qui serait au chevet du malade de trouver des informations par rapport à la personne qui prend en charge. Et puis sur la philosophie, je vous dirais qu'il nous faudra rester fidèle aux 3 piliers sur lesquels se sont bâties les pratiques palliatives, c'est-à-dire la prise en charge globale de la personne, c'est-à-dire la pluridisciplinarité, le refus d'aider à mourir, j'y arriverai pas, mais c'est pas grave. Et surtout, à mon avis, une tentative pour resocialiser la mort, la réconcilier avec la société. Et puisqu'on parle d'origine, je voudrais évoquer une figure pionnière des soins palliatifs, qui est une Britannique, qui s'appelle Cicely Saunders. Moi qui suis pharmacien, ça me parle beaucoup parce que quand j'ai commencé ma pharmacie, on faisait encore une potion de Saint-Christopher, la potion de St. John Hospital. C'était, alors on n'en fait plus, c'était du chloridate de morphine. Et c'est vraiment Cicely Saunders qui l'a popularisé, qui l'a diffusé. Pourquoi je vous parle d'elle? Parce que dans la nouvelle loi, dans la loi Leonetti-Claeys, il y a une notion nouvelle qui a beaucoup inquiété les professionnels de santé, c'est cette notion de sédation profonde et continue. Et certains professionnels de santé ont vu ça quand c'est couplé avec des directives anticipées qui sont opposables, c'est-à-dire quand la volonté du patient s'impose au médecin, on croit s'imposer au médecin. Il y a beaucoup de médecins qui ont vu ça comme une inquiétude, en disant on m'impose quelque part une euthanasie. Ça, c'était, je pense, au moment où parce que cette loi, elle a fait des navettes entre le Parlement et le Sénat et la commission paritaire mixte, mais quand la genèse au Parlement a beaucoup inquiété. Donc il y a eu un mouvement chez les professionnels de santé, avec quelque chose comme 12 000 signatures. Dans ces 12 000 signatures, qu'est-ce qu'ils demandaient? Les professionnels de santé, ils demandaient une clause de conscience, pour ne pas être obligés de faire ce qu'ils pensaient être contraire à leur éthique. Aujourd'hui que la loi a été déposée, je pense que cette ambiguïté est levée. Mais cette ambiguïté, d'où elle vient, la loi Leonetti-Claeys, elle vient quand même d'une proposition du candidat Hollande, on vous la projettera peut-être tout à l'heure, où les termes étaient ambigus déjà. Donc je pense que dans ce texte final, effectivement, les ambiguïtés sont levées, mais pas tout à fait. J'en parlais tout à l'heure avec Maître Reynou, elle a encore des inquiétudes à ce niveau, donc tout n'est pas levé. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut revenir aux origines. Et je vais vous citer ce que disait Cicely Saunders, c'était dans les années 70, donc ça fait un petit bout de temps, et elle disait « Si des soins de très bonne qualité sont prodigués aux malades, il ne devrait pas être question de prime abord, prima facie, d'euthanasie. Le piège d'une éventuelle légalisation de l'euthanasie consiste pour le malade dit incurable à interpréter pour lui le droit comme un devoir. »
pense que c'est une très lucide, et très inspirée et très précoce prise de position dans les années 70, qui ne peut être, à mon avis, que le résultat de convictions très fortes sur les soins palliatifs, et surtout ceux qui ne doivent pas être. À titre anecdotique, ce matin, j'étais sur un radio de France Bleu, et on m'a posé 2 questions, parce que le temps était compté, il dérange l'antenne. Il y avait 2 questions. Sur les 2, l'une c'était « alors les soins palliatifs, c'est pas de l'euthanasie ?» avec une interrogation. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, cher Président.